Leur âge, c'est maintenant. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Chiara Candiotti. Bonjour Chiara. Bonjour Anne-Laure. Est-ce que tu peux te présenter déjà ? Oui, alors d'abord, merci pour ton accueil. C'est une première pour moi. Alors concrètement, j'aimerais juste citer, avant de me perdre sur la parenthèse que je vais faire sur moi, je voudrais juste citer quelques auteurs qui ont motivé ma réflexion. Et cela te donnera également une petite idée des directions que je souhaiterais prendre dans le temps qui m'est imparti, bien sûr. Alors déjà, il y a Marco Gnadi, que tu connais bien, un professeur de philo et que tu as reçu au CDH en printemps dernier, et qui évoque justement le rapport libidinal au numérique. Ensuite, il y a le docteur Marcello Ianca, qui est un fervent défenseur des droits neuronaux et qui est chercheur et professeur à l'EPFL. Monsieur Quentin Jacquemin, qui est doctorant en droit à l'UNIL et qui a aimablement accepté que je reprenne quelques points de son article sur les deepfakes. Et à ce titre, je te réfère au LexTech Institute, dont on parlera un peu plus tard. Et deux autres personnes, monsieur Charles-Édouard Bardin, qui s'expriment beaucoup sur le sujet et avec qui je partage certains points de vue. Et enfin, il y a monsieur Nicolas Torrent. Et je devrais dire même maître Torrent, puisqu'il s'agit d'un avocat spécialisé dans les nouvelles technologies et qui a écrit un ouvrage remarquable sur les applications de l'IA dans le domaine juridique. Voilà, alors je précise que l'IA, alors évidemment, le domaine juridique, le droit n'est pas du tout mon domaine de compétence, et je laisserai bien sûr nos amis les juristes nous compléter sur tout cela. Voilà. Formidable. Bon, tu vas nous parler de ces différentes références durant cette heure. Je te laisse driver, de toute façon, tu gères. Sinon, Chiara Candiotti, tes études, donc tu es à l'EPFL, exactement. En bachelor. Exactement, alors je suis en BA5 de système de communication, Syscom pour les intimes. Alors c'est la branche sœur de l'informatique à l'EPFL et tu me donnes l'opportunité d'éclairer un petit peu ce que c'est que les systèmes de communication, puisque c'est un petit peu vague. Alors pour te donner un exemple très concret, déjà la différence entre les deux branches, c'est que chez nous, il y a plus de maths, on fait plus de maths et concrètement, les infos, ils font plus d'hardware et d'assembleurs. Voilà, concrètement. Alors, un exemple très concret, ce serait la plateforme l'Explore à Puy, qui se situe à quelques centaines des rives du lac et qui est, donc c'est vraiment un laboratoire flottant sur lequel, sur toute la colonne d'eau, tu as des capteurs qui vont venir mesurer la qualité de l'eau, du Léman, et puis qui vont mesurer le pH, le taux d'oxygène, la concentration en métaux lourds, etc. Et ainsi, pour transmettre les informations qui vont être récoltées depuis ces capteurs, typiquement, tu vas avoir besoin de transmettre, de faire remonter l'information vers ce laboratoire. Et c'est là qu'entre en jeu les systèmes de communication, finalement. On va faire en sorte de connecter la data qui est collectée en temps réel avec justement le support. Alors moi, mes domaines d'intérêt, on va dire, qui gravitent autour de 3 piliers. Déjà, il y a la technologie, il y a la psychiatrie, et enfin, il y a les conséquences éthiques et légales de la première sur la deuxième. Ça, ce sont vraiment 3 champs qui m'intéressent. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais te parler un petit peu justement de... J'ai évoqué tout à l'heure le rapport libidinal au numérique du professeur Marco Gnadi. Parce que ce qui m'intéresse finalement, c'est d'avoir une approche double, une approche qui est à la fois technique et biopsychologique, entre guillemets, puisque ce qui m'intéresse, c'est les neurosciences qu'il y a derrière. C'est comment le cerveau va s'adapter cognitivement, cette adaptation cognitive justement que requiert l'IA. Et on peut préciser d'ailleurs, Chiara, que tu es en bachelor, que tu as 25 ans, parce qu'avant, tu as justement fait des études dans le champ des neurosciences. Exactement, oui, j'ai fait aussi des stages. J'ai fait 2 mois de stage en psychiatrie auprès du docteur Boutrel, Benjamin Boutrel, qui est spécialisé dans les pathologies addictives. J'ai fait également 1 mois à Paris de stage sur la transition psychotique chez les adolescents. Et donc voilà, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, voilà, la façon dont l'humain se porte, qu'est-ce qui fait qu'on est amené à les processus de prise de décision, de motivation et de comportement en général. Voilà. Et comment est-ce que l'IA justement entre en jeu dans ce travail-là ? Alors l'IA, la mal nommée l'IA, alors il y a beaucoup de choses à dire. Alors effectivement, déjà, j'aimerais peut-être essayer de définir ce que c'est que l'IA, parce que c'est quand même un mot qu'on emploie bien sûr maintenant
un petit peu partout. Moi, j'aime bien l'analogie des poupées russes, les matrioshkas. C'est que l'IA, finalement, c'est un terme très générique, très englobant, qui va contenir le machine learning. Je vais définir ce que c'est ça dans pas longtemps. Et lui-même, qui contient le deep learning. Et la couche la plus interne, la poupée la plus petite, finalement, ce sont les IA génératives, dont fait partie ChatGPT, Gemini, Claude, etc., pour ne pas les nommer. Et ça, ce sont des modèles d'intelligence artificielle qui sont autorégressifs. La régression, c'est le fait en fait que dans une séquence de mots, par exemple, tu as une séquence de mots et tu vas te baser, la prédiction du prochain mot dans cette séquence se base sur l'antécédent, sur le token précédent pour prédire le suivant. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse pour ChatGPT. Et donc, pour le ML, j'en reviens pour le ML, le machine learning, c'est donc l'apprentissage automatique. Et on va dire que ce sont des fonctions mathématiques, en clair, qui se basent sur des prédictions probabilistiques. Donc, le machine learning, ça, c'est pour le machine learning. Le deep learning, beaucoup plus intéressant, je trouve, finalement, c'est un type de machine learning lui-même et qui va se baser justement sur des réseaux neuronaux. Et là, il y a un parallélisme biologique qui est fort intéressant, dont je vais te parler tout à l'heure. Et les réseaux neuronaux, finalement, reposent sur un algorithme de rétropropagation, de backpropagation, pour justement apprendre, pour mémoriser à long terme, si tu veux. C'est un petit peu l'équivalent d'une mémoire à long terme. Pour apprendre, la machine apprend de cette façon. Et donc, le deep learning, ça englobe les transformers, les réseaux convolutifs neuronaux, etc., les perceptrons, etc. Ça, si tu veux, je peux t'en parler avec plaisir. Oui, là, ça devient très technique. Voilà, ça devient un petit peu technique, mais on va ralentir la cadence. Mais je peux te parler du parallélisme biologique, par exemple. Pour le deep learning, donc, comme je le disais, c'est un type de machine learning avec des couches en réseau. Et ces couches vont intégrer l'information par un mécanisme de rétropropagation dont je t'ai parlé. Donc en fait, typiquement, déjà pour commencer avec le cerveau humain, un neurone, ça fonctionne, tu le sais bien, enfin, on va dire que c'est un module, un nœud, en fait, qui reçoit une information sous la forme d'un signal électrique et qui va relayer l'information au neurone suivant, le neurone postsynaptique, par un signal électrique qui va se transformer en un signal chimique, tout cela au sein d'une synapse, etc. Il y a aussi le phénomène de compartimentalisation dans le cerveau, puisque finalement, quand je regarde un gâteau au chocolat, il y a une certaine partie de mon cerveau qui va être activée, qui va me donner envie de le goûter, le noyau accumbens en l'occurrence. Et finalement, c'est ce qu'on essaye de faire en tant qu'ingénieur, en tant que data scientist, en tant que algorithmicien aussi, et mathématicien, c'est de modéliser l'intelligence. C'est-à-dire qu'on va essayer de se baser justement sur cette transmission de l'information qui se fait de manière biologique. On a envie de la retranscrire grossièrement dans les modèles informatiques. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est que l'IA ? C'est une recette, c'est de la chimie, de la cuisine, où tu vas mettre plusieurs ingrédients que sont les statistiques, les probabilités, algorithmiques. Et finalement, l'information circule de nœud en nœud, entre ceux qui vont être activés selon l'information encodée. Et le deep learning, justement, permet à une architecture similaire à celle du cortex visuel humain, dans le cadre des CNN, les réseaux neuronaux convolutifs. Donc typiquement, tu leur donnes en entrée une image. Chaque couche du réseau neuronal va extraire des caractéristiques de cette image. Par exemple, ça peut être les bords, les reliefs, les contours dans une image pour avoir pour avoir un relief qui s'en dégage. Tu as des CNN qui sont spécialisés dans ça, par exemple. Et donc l'architecture est similaire à celle du cortex visuel humain. On essaye de s'inspirer de la biologie, justement, pour retranscrire tout ça. Et quelle place ces technologies IA, justement, prennent dans tes études actuelles ? Oui, alors, j'utilise essentiellement l'IA, donc les modèles autorégressifs comme ChatGPT et Claude, essentiellement pour faire des tests.
pour générer mes tests, donc moi je programme, hein, je suis dans la faculté IC, donc on est amené, comme dans toutes les branches aussi de l'ingénierie bien entendu, on est amené à coder, à programmer. Et en fait, pour tester notre solution, il faut la soumettre à plusieurs tests. Et parfois, voilà, l'erreur est humaine, ou bien simplement par souci de complétude, je dirais, on peut oublier certains tests, certaines limites que l'on va tester. Et c'est là que ChatGPT, on va dire, me complète. Je n'ai pas envie de dire je refuse à ce qu'il substitue mon travail. C'est pourquoi je ne pourrai jamais soumettre un travail qui n'est pas produit par mon intellect. Et c'est pourquoi je dirais qu'en un sens, l'IA vient nous compléter, vient compléter notre travail, nous, comment dirais-je, nous donne un certain feedback immédiat, ce qui est très gratifiant finalement, puisqu'on n'a pas besoin de patienter des heures ou des journées pour avoir la réponse par mail d'un professeur qui est déjà très chargé, etc. Donc c'est assez utile, on va dire. Et à ce titre, d'ailleurs, j'ai fait justement un petit sondage, et j'ai eu 69 réponses. Donc j'ai interrogé, je l'ai soumis à nos voisins à l'UNIL et à mes compères à l'EPFL. Donc 69 réponses, évidemment, c'est pas très représentatif, hein, c'est un petit échantillon, bien entendu, mais cela donne une idée générale de son usage sur les deux campus, finalement, et dans des domaines très, très différents. Et quelle était la question de ce sondage ? Alors justement, la question, c'est quelle est la fréquence premièrement, est-ce que vous utilisez ou pas l'IA, les modèles d'IA. Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que ça augmente vos performances académiques ? Est-ce que vous vous y fiez beaucoup ? Est-ce que vous posez des questions personnelles pour obtenir des suggestions algorithmiques ? Et finalement, alors de manière très intéressante, c'est que j'ai eu beaucoup de retours pour me dire que, on va dire grosso modo, j'ai 5% qui n'utilisent pas du tout l'IA. Ça, je trouve ça honorable, hein. Ils sont réticents quant à l'idée de trossifier, simplement de l'utiliser. Et j'ai remarqué une certaine ambivalence, que je partage moi-même personnellement, dans ces réponses, qui est une forme d'anxiété palpable quant à, je dirais, les impacts potentiellement négatifs sur l'autonomie intellectuelle que nous avons, et le futur aussi de notre travail, et qui se contraste avec un certain enthousiasme par rapport à la productivité que ça nous procure finalement. Puisque finalement, vous pouvez, alors il y en a beaucoup aussi, je crois que j'ai 80% qui utilisent l'IA pour générer leur mail. Alors c'est ce que je faisais avant, honnêtement, mais maintenant j'ai arrêté, ça fait 1 an que... Pourquoi ? Parce que je pense que c'est très déshumanisant au niveau des relations interhumaines. Je pense que je sais pas, c'est se substituer, puis c'est aussi quelque part, comment dirais-je, c'est un petit peu ne pas considérer l'autre en fait, c'est réduire l'autre à simplement une tâche que l'on doit faire, il faut tout automatiser, et puis je trouve ça très déshumanisant, donc j'ai arrêté de le faire, on va dire. Mais je reconnais que moi-même j'ai participé à cette mauvaise habitude. Et puis, cette dualité se cristallise autour de la question de la dépendance, finalement. La dépendance, puisqu'on reconnaît une utilité réelle de cet outil, mais il y a aussi une inquiétude quant au risque de trossifier. Et c'est là que vient le phénomène de biais d'automatisation, automation bias, qui permet de... Alors, le biais d'automation, justement, qu'est-ce que c'est ? C'est la confiance excessive que l'on accorde aux IA. Donc, par exemple, typiquement, au lieu que tu ailles... par exemple, regarder RTS Info, par exemple, tu vas aller demander à ChatGPT, fais-moi un résumé de ce qui se passe en ce moment actuellement. Tu te fies réellement à un modèle probabilistique au lieu de te fier aux informations en temps réel qui sont divulguées par les médias, etc. Et parce qu'il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que les IA hallucinent. Alors c'est très drôle d'appeler ça des hallucinations, puisque finalement c'est un terme un petit peu anthropomorphisant. Et donc on vient accorder quelque chose de très humain à la machine, au virtuel. Oui, comme si elles étaient sous drogue tout à coup. Exactement. Les hallucinations, c'est une distorsion du réel, et on qualifie ça pour du virtuel. Donc c'est assez fou. Et les hallucinations, pour faire très bref, c'est simplement qu'elles sont capables de se tromper, puisqu'elles sont biaisées, elles sont
leur corpus en fait d'apprentissage sur lequel... Alors, je ne t'ai pas mentionné réellement comment fonctionne ChatGPT dans les grandes lignes, mais ChatGPT a des milliards de paramètres qui lui permettent d'apprendre sur des corpus de textes immenses qui sont en fait tout l'Internet, l'ensemble de l'Internet, pour pouvoir justement générer et apprendre. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer, c'est un transformer. C'est une... comment dirais-je ? C'est un grand modèle de langage, un LLM, qui est alimenté par un transformer, pour faire très simple. Et donc, en fait, il prédit le mot suivant. Dans une séquence, tu vas poser une certaine question, il va te générer une réponse. Et en fait, il va prédire le mot suivant en tenant compte de la distribution de probabilité du corpus de texte sur lequel il est formé. Et donc, finalement, il s'ajuste lui-même, ses paramètres vont s'ajuster lui-même selon un algorithme de rétropropagation dont je t'ai parlé et qui permet donc d'être aussi rapide, d'avoir une certaine mémoire à long terme. Il mémorise les questions que tu lui as posées plus haut. Et ça en fait un outil très puissant. Et si un humain avait lu, petite anecdote, si un humain avait lu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'ensemble des corpus utilisés pour entraîner GPT, cela lui aurait pris 2600 ans. Mais d'où aussi les hallucinations parfois, puisque il n'y a pas de réflexion qui entre en jeu, on est uniquement dans le champ de la probabilité. Tout à fait. Donc toi, tes inquiétudes, elles rejoignent celles des personnes sondées ? Bien sûr, je partage tout à fait cette ambivalence des sentiments quant à l'avenir de notre travail et puis quant à le fait que ça puisse être un substitut de réflexion. Ça, ce serait vraiment dommage. Mais mes craintes, on va dire, sont plurielles. Au niveau, je dirais, individuel, sociétal, mondial aussi, puisqu'on voit ce qui se passe. Alors, individuel, déjà, c'est l'influence de l'IA sur la pensée, le jugement, la prise de décision. Et à ce titre, je te réfère à un article très intéressant sur la capacité de persuasion dans le cadre d'un débat publié par Robert West, qui est professeur à l'EPFL, sur la capacité de l'IA à convaincre, finalement. Ça, c'est quand même assez fou. Et puis aussi, je peux te parler aussi, par exemple, des décisions juridiques qui sont en cours aux États-Unis. Beaucoup de juges utilisent un outil qui est basé justement sur l'intelligence artificielle, qui s'appelle le Compass. Je t'épargne les initiales, mais c'est simplement un outil informatique qui permet de déterminer si un individu criminel est récidiviste ou pas, basé sur sa couleur de peau, ses caractéristiques, etc. C'est quand même problématique, c'est-à-dire c'est à quel point on va se fier aux décisions algorithmiques pour rendre des décisions aussi importantes qui nécessitent une intervention humaine. C'est-à-dire que l'humain est biaisé lui-même, mais il ne faut pas oublier que la technologie l'est aussi. C'est-à-dire que le corpus d'informations sur lequel va se baser le Compass, justement, qui a été créé par des sociétés ProPublica et Northpoint, justement, pour rendre justement des verdicts dans les tribunaux aux États-Unis. Et finalement, on a une minorité qui est représentée, c'est-à-dire on a une minorité de personnes blanches, et finalement, les populations afro-américaines vont être discriminées parce que, justement, on a des minorités de personnes blanches qui sont criminelles. Et ça pose problème. C'est-à-dire que ce biais finalement humain est retranscrit dans la technologie. Mmh. Toi, tes craintes, sinon, au quotidien, vis-à-vis de l'IA, quelles sont-elles ? Tes préoccupations, disons. Et quelles sont les mesures que tu prends, justement, pour réduire ces craintes-là ? Alors, honnêtement, moi, personnellement, à mon échelle, je n'en ai pas vraiment. Si ce n'est, simplement de me limiter à son usage pour ne pas me devenir un petit peu dépendante, de la facilité, du confort qu'elle procure, de la gratification. Faudrait que on peut parler tout de suite du rapport libidinal au numérique de Marc Ognadi, qui je trouve fascinant. Tu voulais dire quelque chose, pardon ? Oui, donc Marc Ognadi, professeur de philosophie qu'on avait reçu dans nos rencontres Lunch en philo, et qui a toute cette préoccupation sur la question du remplacement, au fond, de l'esprit critique et de la réflexion humaine au bénéfice du numérique.
Exactement. Alors moi, je le trouve passionnant. Je l'ai connu comme ça d'ailleurs, grâce au CDH. Et justement, voilà, alors je le rejoins complètement. Alors déjà, le rapport libidinal, ce n'est pas dans le sens le plus freudien du terme, faut le dire. C'est libidinal au sens où la technologie engage nos affects et nos pulsions. Donc le professeur Marconiadi identifie la force distinctive du numérique en ce qu'elle est capable de s'adresser aux utilisateurs comme des sujets, comme des êtres libidinaux. On va voir pourquoi. Et je le cite, il dit « La technologie va épouser les contours de leur vie psychique en s'y fondant, en la flattant. » Et ça, c'est très intéressant. Et ceci se conjugue au principe de commodité, c'est un autre concept qu'il développe, et qui pousse vers le plus pratique. C'est-à-dire que l'humain recherche le plus agréable. Il va privilégier ce qui est énergétiquement le moins dispendieux. Oui, l'économie psychique, c'est ce qu'on appelle. Exactement. Et les assistants virtuels, comme ChatGPT, nous satisfont dans l'immédiat. Et ils vont créer une forme de relation basée sur la gratification instantanée. Et cette immédiateté de la réponse, qui vient se coupler à une disponibilité permanente, puisque tu ouvres ton ordi et puis c'est fini, c'est gratuit, et une absence totale de jugement, peut créer l'illusion d'une relation qui est parfaitement adaptée à nos désirs. Pourquoi je m'embêterais à aller voir le psychiatre qui va me juger, ou le psychologue, le thérapeute, j'ai peur du regard, si je peux me confier à... Voilà, je me mets à la place du kidam. Bien sûr, je ne vais pas confier mes doléances à ChatGPT. Mais disons que cela ne devient non plus un simple outil, mais ça devient un partenaire de dialogue privilégié, en tout cas pour les personnes vulnérables, les personnes qui sont en situation de détresse, qui ont besoin de connexion, un besoin de connexion. Elles ont un confident qui est disponible à tout moment, qui est capable de nous comprendre, entre guillemets, et de répondre avec une certaine constance que les relations humaines ne peuvent égaler. Et finalement, il y a plein d'exemples, pléthore d'exemples sur ça. Tu as par exemple Replica, qui est une IA qui permet d'avoir un faux ami. Donc en fait, littéralement, tu dialogues avec un utilisateur, entre guillemets, et tu as l'impression qu'il y a une personne derrière. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est simplement une IA qui est programmée pour s'adapter à tes émotions, à tes besoins, et qui va te répondre, alors qu'en fait, il y a absolument pas d'utilisateur derrière. Et ça, c'est très trompeur. Et ce qui m'inquiète, voilà où réside ma crainte, je dirais, c'est dans la virtualisation des liens. C'est dans la substitution relationnelle, le fait qu'on ait cette écoute sans jugement, si je puis dire. Le kidam va finalement se confier, va confier ses doléances, ses secrets. L'utilisateur, si tu veux, tombe dans l'illusion du consentement. C'est-à-dire qu'il ne va pas lire, dans 90% des cas, il ne va pas lire les politiques de confidentialité de ses services. Et il oublie que toutes ces données qu'il soumet au modèle de IA vont être utilisées à des fins de profilage et commerciales. Et ça, c'est problématique. Il faut, je pense... je dirais sensibiliser les gens à aller justement chercher l'information par eux-mêmes et aller quand même s'interroger sur où va leurs données. Tu parlais de cette crainte de la virtualisation des relations. Toi, Chiara, tu étudies en IC à l'EPFL, donc avec des gens qui sont très branchés technologie. Est-ce que tu as déjà rencontré parmi les personnes qui t'entourent à l'EPFL ou ailleurs des personnes qui sont dans cette dépendance-là? Donc concrètement, non, je n'ai jamais rencontré ce genre de personnes, en tout cas pas à l'EPFL. Je connais quelques personnes en dehors de l'école qui sont assez enfermées dans ce type de relations, qui vont avoir plus tendance, qui ont plus peur, par exemple, de se mettre en couple, qui ont peur du regard de l'autre, qui ont peur de faire l'effort de s'investir dans une relation. Et finalement, tu as des gens qui sont effectivement qui auront plus recours au virtuel. Se satisfaire virtuellement, voilà. Et puis maintenant, l'écran, tu sais, les écrans permettent de matérialiser tous nos fantasmes. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi on ferait l'effort ? C'est la paresse qui prend un petit peu le dessus.
Ça c'est rejoint toute la théorie de Marc Hunyadi, c'est que beaucoup. Il n'y a plus de raison d'avancer, de faire des efforts, puisque l'IA nous satisfait immédiatement et nous permet de tout obtenir très vite. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Outre cette inquiétude-là, tu avais... Alors j'ai une autre inquiétude, bien sûr. Il y en a beaucoup. Non pas qu'elle me concerne, mais que je pense qu'elle concerne la société en général. Ce sont les deepfakes. Alors les deepfakes, c'est un type d'intelligence artificielle qui utilise les algorithmes de deep learning et qui doivent leur nom à un utilisateur Reddit qui se faisait appeler Deepfakes, justement, et qui, en fait, ce monsieur, ou cette dame, je ne sais pas quel est son sexe, mais qui a créé en 2017, qui a en fait calqué des images d'actrices féminines célèbres, qui les a superposées sur ceux d'actrices X. Ça, c'est vraiment la première, je dirais, c'est la pire utilisation des deepfakes qu'on puisse faire. On va voir, il y en a plusieurs. Celle-ci s'apparente au Deep Nude, finalement, qui est en référence à l'application Deep Nude, qui a été retirée maintenant, et qui permettait de transformer une photo d'une personne habillée, vêtue, en sa version dénudée. Et malheureusement, donc 90% des deepfakes sont à caractère pornographique. Et majoritairement, ce sont des femmes qui en sont victimes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut absolument... Je pense qu'il y a un vide juridique à ce niveau-là. Parce que, en tout cas, les deepfakes appellent à une réponse juridique, puisque c'est une technologie qui peut être détournée à des fins pédocriminelles, finalement. Tu peux mettre un visage d'enfant, tu peux faire plein de choses assez terribles. Et la question, c'est est-ce que cette atteinte est pénalement protégée ? Donc aux États-Unis, je me suis un petit peu documentée, il y a le Defiance Act qui a été établi en 2025, qui est un projet de loi fédéral qui va créer un recours civil pour les victimes et qui va criminaliser par là même la diffusion malveillante. Et en Suisse, de ce que j'ai vu, alors en 2022, il y a une révision du code pénal qui a introduit le délit de porno-divulgation, sans distinction claire sur les deepfakes, puisque alors la commission des affaires juridiques du Conseil des États a en fait proposé d'introduire cette infraction en matière sexuelle, mais elle n'a pas été adoptée en raison de contours jugés flous. Et ça, à mon avis, je pense, c'est parce que les contenus sont modifiés a posteriori, c'est-à-dire que la victime n'est pas directement exposée, et ça soulève plusieurs questions. C'est-à-dire, peut-on considérer qu'il y a atteinte au droit à l'image si la personne n'a pas réellement été filmée ? Ça, c'est bon courage pour nos amis les juristes et les législateurs. Comment prouver qu'un contenu est un deepfake et non une vidéo authentique ? Et se pose aussi la... Alors ça, on a pas mal d'outils maintenant, de détecteurs. Alors oui, heureusement. Bien sûr, ça, c'est ce qu'on développe. Bien sûr, on développe la génération et la détection. Et je pense qu'une solution aussi pas mal, qui serait justement pour tracer ces contenus et en retrouver l'auteur, c'est le watermarking. C'est-à-dire qu'on va mettre des filigranes numériques invisibles sur les contenus générés. Et ça, je pense que je pense que ce sont des solutions qui sont d'ailleurs en cours, qui sont déjà en voie appliquées, de... Ouais. Exactement. Et puis voilà, et je pense qu'on va généralement dans un élan de confusion généralisée, si tu veux. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait peur, entre guillemets, c'est que nous ne serons plus capables de distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire, c'est le début du factice, c'est la fin du vrai. On ne pourra plus faire ce distinguo, et ça, je pense que c'est très problématique. Toi, ton usage des IA, Chiara, outre dans le cadre de tes études et de la programmation, quel est-il ? Alors, dans un cadre plus personnel, j'aime bien m'amuser avec, parce qu'il est très créatif. J'aime bien utiliser DALL-E, donc D-A-2-L-E, bien sûr, qui reprend le nom du personnage, du peintre, Dali. Donc Dali, c'est une IA qui va générer des images très intéressantes, très surprenantes. Tu peux lui dire, par exemple, imagine dans un monde
avec des petits êtres bleus. Tu peux absolument mettre n'importe quoi. Alors, de manière intéressante, soumis à droit d'auteur, hein, respecter les droits d'auteur, c'est-à-dire si l'auteur n'est pas décédé plus de 70 ans après, tu ne peux pas, ta demande est bloquée. Tu peux pas soumettre tout ce que tu veux. Mais j'aime bien en fait l'art, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer des contenus graphiques, visuels. Je trouve ça super, très, très intéressant. Parce que tu pratiques l'art par ailleurs ? Est-ce que c'est venu en fait compléter une pratique artistique que tu as déjà, ou bien ça a réveillé ce désir de te mettre un peu à l'art ? Alors honnêtement, je ne pratique pas la peinture. Je suis plutôt musicienne. Je fais un petit peu de piano quand j'ai le temps. Non, ça n'a pas vraiment réveillé en moi ce talent caché de peintre. Non, du tout. Mais simplement, ça permet de développer un petit peu mon imaginaire, je dirais. C'est-à-dire que ça me confronte à des images auxquelles je n'aurais pas pensé, justement. Il y a des couleurs, des variations de formes, d'objets, etc., que je trouve vraiment intéressantes. Et puis, tu peux combiner aussi, par exemple, du Kandinsky avec, à l'époque contemporaine. Tu peux lui dire, génère-moi un tableau, voilà. Alors aussi, de manière très curieuse aussi, ce que j'aime bien aller chercher aussi au niveau de l'IA dans le terme récréatif, finalement, c'est l'usage de la voix par l'IA. Donc en fait, en moyenne, donc ça c'est encore une application des deepfakes, tu as besoin en moyenne d'un échantillon de 10 minutes, d'une durée de 10 minutes, pour que l'IA capte les intonations, les subtilités de ta voix, les intonations, etc. Pour te faire parler, en fait, pour créer un avatar qui va te faire parler et tu pourras lui faire dire des textes, etc. Alors sur YouTube, tu vas trouver par exemple les personnalités publiques, hein, les présidents forcément. Tous les politiques ont forcément parlé plus de 10 minutes. Et donc tu as des super vidéos sur le président Donald Trump avec Barack Obama et Joe Biden qui sont en train de faire une partie de gaming. Ça, c'est génial. Ou alors en train de classifier leurs Pokémon préférés. Donc voilà, ce sont des petites variations comme ça, des petits écarts qui sont amusants. Et puis aussi, tu peux faire chanter Michael Jackson, je dis n'importe quoi, sur du Edith Piaf. Tu peux faire vraiment des combinaisons assez folles. Et encore une fois, se pose bien sûr la question du droit d'auteur. C'est-à-dire... on a un droit à l'image, l'intégrité physique est protégée, mais qu'en est-il de la voix ? Est-ce qu'il y a un droit à la voix ? Le fait de réutiliser ta voix pour te faire dire ce que l'on veut, n'importe quoi, et puis plus tard tu diras non, je n'ai jamais dit ça. Comment tu vas faire pour te défendre et pour dire non ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu disais aussi que tu étais musicienne, que tu faisais du piano quand tu avais le temps. Est-ce que tu as déjà été tentée d'avoir recours à une IA pour produire, pour composer ? Alors absolument pas, pour être honnête. Mais ça me fait penser à un article qu'a publié le professeur Marcel Salaté, qui est musicien aussi, et qui disait que, je crois que c'est sur LinkedIn qu'il avait posté ça, en fait, il prouvait complètement que l'IA était en train d'halluciner complètement par rapport à la partition qui était en train d'être traitée. Et j'ai trouvé ça intéressant, comme quoi c'était un post qui m'avait pas mal amusé. Ouais. En tout début de discussion, Chiara, tu m'as parlé de ton intérêt pour les questions psychiatriques, de dépendance à l'IA. Tu t'es beaucoup renseignée sur ces questions-là. Tu as même fait des stages, tu disais aussi, dans ce domaine-là. Je pense pas qu'il y ait une forme d'addiction à proprement dit, dans le sens biologique du terme, sur l'IA. C'est-à-dire que les critères de l'addiction, donc il y en a grosso modo 3. Qui ont été définis donc par la DSM-5. C'est premièrement la tolérance, l'augmentation de la tolérance aux produits addictifs. Donc en fait, plus je consomme, plus j'ai besoin d'augmenter les doses pour avoir la même sensation. Le deuxième critère, c'est que on a une perte de contrôle sur soi. Ça veut dire qu'on est conscient, des conséquences néfastes et nuisibles que cela représente, mais malgré ça, on continue. Et puis ensuite, le besoin impérieux et irrépressible de consommer de la substance ou de... Alors, on parle de substance ici, mais soyons clairs, on retrouve ça dans les comportements
de troubles compulsifs sexuels. Et tu as aussi des comportements que tu retrouves dans les casinos, les jeux d'argent, etc. Donc tout ça, ce sont en su des substances psychoactives, psychotropes. Ouais. Donc, on en parle aussi dans le champ des jeux vidéo, mais on n'en parle pas encore dans le domaine de l'IA. Alors ça, ce sera très intéressant justement. Est-ce qu'il existe une addiction à l'IA, une dépendance ? Honnêtement, je ne pense pas, en tout cas. Alors je me suis un petit peu documentée, j'ai vu qu'il y a le professeur John Nosta qui évoque la possibilité en théorie d'une atrophie cognitive qui serait liée à la dépendance à l'égard de l'IA. Donc si tu en fais un usage excessif, pour des tâches intellectuelles, sa théorie se base sur le modèle de la dégénérescence musculaire. C'est-à-dire, c'est comme un petit peu, si tu veux, l'exemple des... Quoi. Ouais. Alors, je ne sais pas honnêtement. Simplement, on peut reprendre l'exemple des taxis londoniens. À Londres, tu sais qu'avant l'avènement du GPS, tous les taxi drivers devaient mémoriser en fait les plans de la ville. Donc ils avaient un cortex qui était un peu plus, comment dirais-je, qui était beaucoup plus sollicité. Et après l'avènement des GPS, donc on a fait des IRM, des images sur leur cerveau avant et après. Et finalement, on a vu qu'il y avait effectivement une atrophie, finalement, puisqu'ils ne faisaient pas, ils ne sollicitaient plus autant justement leur mémoire visuelle et leur orientation dans l'espace par rapport à ça. Et je pense que donc ce monsieur John Nosta nous fait part justement, de par sa théorie, nous fait part qu'effectivement il pourrait y avoir éventuellement une atrophie à ce niveau-là si on a, de manière excessive, on a recours aux IA pour faire tout à notre place. Et finalement, toi, Chiara Cangiuti, quels sont tes espoirs? Où les places-tu, tes espoirs vis-à-vis de l'IA et de son développement et de ses usages? Alors honnêtement, je pense que une des applications majeures, et en tout cas qui m'enthousiasme, c'est la détection des cancers. Voilà, la détection des tumeurs. On le voit encore, il y a une review du MIT qui a donné l'exemple concret sur le cancer du sein chez la femme et qui explique justement que les algorithmes sont beaucoup plus à même à détecter des foyers en fait, de cellules cancéreuses, tumorales. Et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir, en tout cas au niveau du secteur de la santé. Je pense que c'est quelque chose un potentiel extraordinaire de pouvoir combiner l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, bien que ce ne soit pas vraiment de l'intelligence. C'est vraiment un petit peu un abus de langage. Il ne faut pas oublier que ça reste une recette avec des statistiques, des probabilités qu'il ne faut pas trop s'y fier, mais que combiné avec l'intelligence humaine, je suis sûre qu'on aboutira à plein de belles choses. Quel est le travail, toi, le métier que tu aimerais pratiquer idéalement? Je dirais que j'aimerais bien être consultante plus tard, dans l'IA, justement, dans le machine learning, vraiment pouvoir orienter, pouvoir fédérer des équipes. J'ai un côté de ma personnalité qui est un petit peu fédérateur. Dans quel domaine en particulier? Quelle application de l'IA? Honnêtement, j'ai peu d'idées encore. Disons que je pense que ce sera au gré de mes rencontres et de mes stages. Je suis encore une novice dans le domaine, mais je voudrais vraiment développer mes compétences dans le machine learning, dans le deep learning. C'est un sujet qui me passionne et ces applications aussi on peut faire vraiment de très belles choses avec tout cela. Je dirais peut-être éventuellement oui, je pense que ce qui ferait plus sens avec mes études, c'est dans le secteur médical. Mais ça peut être aussi il y a plein de secteurs. Il y a le secteur bancaire, il y a le secteur... Il y a plein d'applications différentes. Mais honnêtement, c'est un petit peu tôt, je pense, pour Donc, on avait commencé cet entretien de manière assez sombre. On l'a poursuivi d'ailleurs de manière assez négative et inquiète. Mais finalement, on se rend compte que tu fais reposer pas mal d'espoir et pas mal de tes ambitions d'avenir sur cette technologie, l'IA. Disons que l'IA, je pense que ça reste un outil et que la question réelle, c'est entre les mains de qui? Et je pense que tant qu'on est un public averti, je pense qu'on peut faire des choses qui resteront raisonnables. Je ne sais pas si tu as entendu parler récemment de cette dame française qui a été vraiment victime d'une escroquerie d'argent.
sous la forme d'un deepfake qui croyait que Brad Pitt lui avait besoin d'aide. Exactement. Et puis elle a perdu 800 000 balles. Voilà. Alors tu me diras, c'est de la naïveté. Elle est touchante de naïveté et c'est de la naïveté paroxystique, mais c'est réel. Donc finalement, je pense qu'il faut avoir un public averti. Aussi, la review du MIT a sorti qu'un utilisateur, c'est un cas extrême évidemment, mais je le mentionne quand même, un utilisateur d'une quarantaine d'années qui s'est trop fié justement, qui a une projection affective et un investissement trop important dans un chatbot. Chatbot, c'est notamment Replica dont je te parlais, hein, le fait d'échanger avec un chatbot, avec un robot, hein, littéralement. Et puis en fait, il n'y a pas d'utilisateur derrière. Et donc finalement, cette intelligence artificielle lui a recommandé de se suicider. Et du coup, on se demande aussi, voilà, quelle est notre influence ces projections, toutes les questions que pose finalement l'IA dans nos rapports relationnels, psychorelationnels, le rapport à soi aussi. Et puis les limites de la délégation aux machines, les décisions algorithmiques. Est-ce que dans les tribunaux plus tard, est-ce qu'on va trancher avec l'IA ? Je ne sais pas. En tout cas, il faudra qu'il y ait forcément une intervention humaine à ce niveau-là. Et je pense que les biais humains font partie de la décision, font partie du verdict et qu'il faudra en prendre compte. Et puis bien sûr la question de la responsabilité. Est-ce que ce sont les développeurs, les utilisateurs, tout ça devra être retracé. Tu parlais de Marc Hunyadi tout à l'heure. Il a signé l'un de ses derniers livres, la Déclaration universelle des droits de l'esprit humain. Exceptionnel. Qui, au même titre que l'on incite à protéger les eaux, les océans, absolument. Eh bien, il faudrait protéger l'esprit humain qui est menacé notamment par le développement du numérique et de l'intelligence artificielle en particulier. Donc, tu souscris totalement à cette proposition. Alors, bien sûr, je trouve que y a un vide juridique dans la protection de l'esprit humain que justement développe Marc Hunyadi, et en ce qu'il n'est ni une personne, donc d'après lui, hein, je reprends ce qu'il dit, l'esprit humain n'est ni une personne ni un bien juridique, et donc ne peut tomber sous le coup d'une infraction qualifiée par le droit. Et ça, c'est problématique quand on voit que toutes les concessions, les confidences, les états d'âme, tout ça, toutes ces données biométriques, le ton de la voix, les micro-expressions faciales sont finalement des leviers marketing qui vont être exploités pour prédire des comportements, pour mieux cibler une audience. Et puis, bien sûr, en sus du rapport libidinal avec la machine, Marc Hunyadi propose, lui, justement, une manifestation juridique qui est la plus haute, qui est de reconnaître l'esprit humain comme tu l'as dit, comme patrimoine commun de l'humanité, comme les fonds marins. Effectivement. Et ça, je trouve que c'est une très, très belle idée, puisque l'esprit humain est un bien anthropologique que nous partageons tous, qui est source de richesse, qui fait qu'on est unique. Et parce qu'il est vulnérable, parce qu'il est influençable, manipulable et plastique, il doit être protégé pour ne pas être assujetti à un certain fonctionnalisme et pour empêcher une forme de privatisation de l'esprit par l'engloutissement de ces données. En tout cas, je pense que cette solution qu'il propose est très séduisante, et je pense qu'une autre solution pourrait se conjuguer à la sienne, et c'est là qu'entrent en jeu les neurodroits. Alors les neurorights, c'est un concept qui a été développé par le professeur, le docteur Marcello Ianca, qui est à l'EPFL, et les neurodroits qu'il propose visent à combler ce vide juridique, en établissant donc d'une part le droit à la liberté cognitive, c'est-à-dire qu'on va protéger contre une manipulation non désirée. Il y a également le droit à la vie privée mentale, donc protéger les données cérébrales. Donc ça, je te réfère à les Brain-Machine Interfaces, hein, les BCA, etc. En fait, tout ce qui se passe par la pensée, tout simplement. Le fait qu'il y ait une certaine... alors, il y a un super truc qui est sorti. Mais là, je vais m'égarer. Je finis juste ce que j'étais en train de dire. Ce professeur, donc, qui parle aussi du droit à l'intégrité mentale, protection contre les atteintes à l'identité mentale, et puis un droit, je dirais, à la continuité psychologique, c'est-à-dire une protection de la continuité du prolongement de la personnalité. Donc tout ça, tous ces critères, cette connexion en tout cas entre ces deux approches anticipe les défis posés par les neurotechnologies. Tu as beaucoup de neurotechnologies qui sont justement alimentées par l'IA, et la question c'est où vont les données. Alors il y a le RGPD, qui existe déjà en Europe. Il y a le DSA, le DMA, tout ça, ce sont des traités qui défendent les droits individuels fondamentaux.
Donc, inclusivité, non-discrimination, neutralité technologique, etc. Mais est-ce que ça nous protège vraiment, nous, en tant qu'êtres pensants? Tout ça, ouais, c'est ça, exactement. Question ouverte. Bonne continuation alors à toi dans tes études. Mais je te remercie. Merci pour ton accueil. Beaucoup. Au revoir, Anne-Laure. Au revoir.